Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Vous l'avez compris, c'est votre émission Espace sur la télé, la radio, à travers les régions, mais aussi sur le plan international. Vous êtes des milliers, voire des millions à nous suivre dans le monde entier. On reste toujours avec l'actualité. On sait que vous êtes nombreux à réagir. Lutte contre le palu. Récemment, nous faisions un déballage sur le retrait de la lettre d'autorisation pour le préfinancement des activités de l'ONG dans le cadre du projet NFM3 dans la région de Kankan. Il est reproché à l'ONG Enfants du Futur de ne pas avoir d'expérience et d'acquérir ce contrat dans des conditions qui restent à élucider, d'ailleurs floues. Ce matin, les représentants de cette ONG entendent donner leur part de vérité dans cette affaire. Nous recevrons ce matin Tolno Jérémy Faya, responsable au programme projet de l'ONG Enfants du Futur, membre fondateur. Nous restons avec cette autre rubrique qui devient une tradition dans les grandes gueules tous les vendredis, dernier numéro de la semaine. Comme chaque fin de semaine, nous mettons en lumière des citoyens qui refusent de se laisser abattre et qui se battent au quotidien pour s'en sortir. Dans la rubrique Bougeons-nous ce matin, nous nous intéressons à une couche défavorisée des handicapés qui mènent diverses activités professionnelles sans jamais s'apitoyer sur leur sort. Nos reporters ont fait la rencontre de quelques-uns qui vivent bien de leur passion. Vous suivrez le reportage de Fatoumata Kandé, Mahmoud Boulere Diallo et Aliouba. Derrière nous, nous recevrons Aminata Silla, jeune dame handicapée qui nous parlera de ses activités. C'est le coup de cœur de la semaine. Comme on dit, on ne vit qu'à travers vous, vous les auditeurs et téléspectateurs. C'est vous qui nous aidez en tout cas à donner un sens à cette émission historique sur Radio Espace. Un autre qui nous écrit, cher Guiba, c'est connu de tous, c'est connu des anciens journalistes que tous les écrits de Tibou sont faits par Top Silla, le petit frère du ministre d'État Boubacar Silla. C'est un secret de polichinelle demandé aux vétérans de la presse guinéenne. Ils vous en diront plus. Voilà. Afa Moussa Makadiabi qui nous écrit ce matin, bonjour Dibaye, à toute l'équipe. La nomination du ministre Tibou comme porte-parole du gouvernement vient combler un grand vide laissé depuis le départ du ministre Damantan à ce poste. Il doit s'activer pour relancer la cellule de communication du gouvernement avec les ressources humaines financières nécessaires. C'est un choix propre, justifié. Bonne journée à tous. Il reste toujours fidèle à lui-même. Bonjour Diba et à toute l'équipe. Nous remercions le président pour cette nouvelle confiance placée en monsieur le ministre Tibou Camara comme porte-parole du gouvernement et je suis persuadé qu'il arrivera à ses objectifs. Le président ne fait rien pour rien. Bonne chance à Dr Zadi Katou. Et de l'autre côté, bonne prière de vendredi à tous. C'est Sinani qui nous écrivait également ce matin. Un autre qui nous écrit, qui préfère d'ailleurs garder l'anonymat. Peut-être il faudrait mieux que les citoyens refusent de céder le passage. C'est leur droit. Un anonyme qui nous écrit par rapport à la sortie de Alphonse Marat, ce coup de gueule ce matin au niveau de la circulation. Et puis on va basculer du côté de Twitter. Ils sont nombreux de ce côté aussi à réagir. Et c'est notre ami Excellence Silla, hashtag espace GG. Bonjour les GG, la reprise de ce comportement de certains au cadre dans la circulation ne m'étonne pas. Moi, un acte avait été pris pour l'interdit, mais ils sont les premiers à le violer et perturber la circulation sans gêne. Pour de nous, c'était excellent. Silla. On continue toujours avec ces internautes. Paté Kourou Diallo, cette fois-ci, qui nous écrit: je crois qu'il faut respecter le coup de gueule de Alphonse Marat. Les sirènes créent des embouteillages partout pendant ce mois saint de Ramadan. Félicitations à Dr Zalikato pour la promotion. J'ai confiance en cette dame qu'elle sorte sur le terrain pour unir les Guinéens. Hashtag espace GG. Ibrahim Souri Kouyaté également nous écrit ce matin: l'unité nationale et la citoyenneté ne doivent pas être de simples slogans, et oui, ou des 20 mots. Les ministres se succèdent à la tête de ce département, mais notre tissu social reste effiloché, les libertés bafouées à la place des discours. Faut des actes forts et concrets. Hashtag espace GG. Également notre ami Keita Mamadi Dr K qui nous écrit hashtag espace GG. Salut les GG. C'est vrai que le problème de citoyenneté est compliqué chez nous, pour ne pas dire qu'elle n'existe pas, qui n'existe pas d'ailleurs. Mais je suis pas d'accord avec Antoine. Il n'y a pas de victime Peul ni Malinki en Guinée.
Il n'y a que des victimes guinéens, civils comme militaires. Il n'y a pas de Guinéens plus, nous des Guinéens de moins, nous sommes tous des Guinéens. Voilà, c'était notre ami Keita Mamadi, docteur. Nous continuons avec Lucien Blémou, cette fois-ci, qui nous écrit: en 3 mandats, nous avons créé plus de ministères que nous ayons résolu de problèmes. Le problème à l'envers, rendons qualitatif et efficace à nos institutions au lieu d'augmenter nos charges à travers des ministères qui n'existeraient pas si la justice se portait bien. Hashtag espace GG. Cette fois-ci, c'est notre ami Maki Dar es Salaam qui nous écrit: bonjour, hashtag espace GG. Pour une réconciliation en Guinée, il nous faut la justice. Ce département, c'est juste pour laver l'image du régime qui s'illustre dans la division et des violences des droits de l'homme. Il faut juste rendre justice et garantir l'égalité de tous devant la justice. C'était Maki Premier, député de Dar es Salaam. Cette fois-ci, c'est notre ami Bangora Ramé de Kouyeya, hashtag espace GG. Bonjour les GG, cette dame ne peut et ne pourra faire rien au sein de ce département, en ce sens que ce régime a piétiné et continue de piétiner les droits les plus élémentaires du peuple guinéen. C'était Monsieur Bangora depuis Bokeh. On continue pour boucler ce chapitre avec Cissé Bakongo. Bonjour les GG, comment pouvons-nous espérer à l'union, à l'unité nationale, à la solidarité, à la citoyenneté, à la cohésion sociale dans notre pays si le pouvoir actuel ne s'inscrit pas dans cette logique? Tout le monde est victime aujourd'hui de la mauvaise gouvernance. Attaque espace GG. Nous partons cette fois-ci avec ceux qui nous écrivent à partir des textos. Bonjour les GG, l'analyse d'Antoine est très pertinente car c'est la réalité que nous vivons dans ce pays. Des nominations à base communautaire et militantisme est très stratégique. C'est Alpha Barry depuis le Canada. On continue toujours avec vous cette fois-ci avec ceux qui sont en train de nous écrire. Et voilà, on y arrive, on va continuer avec eux. Voilà, on va basculer de ce côté, le temps pour la technique de pouvoir trouver une solution à ce niveau. Vous êtes nombreux à nous écrire d'autres réactions par rapport à notre ami d'ailleurs qui a quitté ce département. Salut mon cher Diba Midimono. C'est Yulde, je suis vraiment d'accord avec Antoine Kourouma. Tout ce que le président fait, c'est politique. Et je vous dis que Madame Zalika Diallo aura ses yeux pour pleurer car le poste de ministre est juste pour un temps. On continue avec un autre également qui nous écrit ce matin, qui donne son avis. Et d'ailleurs, il dit que bonjour Diba, Taran a été récompensé car son district Tarambali est érigé en sous-préfecture, chose qu'il a exigé et obtenue du chef de l'État. Voilà, c'était cet internaute qui nous écrivait. Et vous l'avez compris, on va continuer avec nos invités. Mais avant, Antoine, peut-être un mot sur cette autre actualité. École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie, un établissement en passe de disparaître dans le pays. Puisqu'on n'a pas assez de temps, rapidement, je vais juste rappeler la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui l'école supérieure du tourisme et de l'hôtellerie qui, depuis 2006, existe. Elle est devenue autonome en 2010 avec son détachement carrément de Symphonia pour être un département ou une école indépendante. On a tous vu les locaux qu'on leur a octroyés à Foulamadina et à Kipé. Mais depuis 5 ans, Guiba Medimono, l'État n'oriente plus d'étudiants dans cette école supérieure. Et la dernière promotion est sortie en 2018. Et aujourd'hui, l'école existe parce qu'il y a eu un partenariat trouvé avec le Boussège pour la formation de jeunes dans des domaines précis. Oui. À l'heure où je vous parle, il n'y a que 100 étudiants qui ont postulé pour participer à ces formations-là. Donc, les cadres du département, les enseignants qui y étaient aujourd'hui, se tordent les pouces parce qu'il n'y a pas de quoi s'occuper. Oui. L'État a décidé de manière unilatérale de ne plus orienter d'étudiants parce que on pense qu'on est en train de former des chômeurs. On pense que cette école-là fournit des étudiants, produit des étudiants pour ne pas être occupés sur le terrain. Mais quand même, on parle de l'hôtellerie, du tourisme, avec ses potentialités que nous avons. La grosse question que l'on se pose, si on va sur cette base, si on adopte cet argument pour justifier la fermeture de l'école supérieure du tourisme, mais qu'en est-il des lettres modernes, de la sociologie, de l'histoire ou de beaucoup d'autres matières littéraires qui, très souvent, pour lesquelles les étudiants suivent des formations, pour lesquelles il n'y a pas d'emploi sur le terrain. Il y a aussi le droit pour lequel beaucoup finissent, ils n'ont pas de quoi s'occuper. L'argument employé ne tient pas du tout la route. Aujourd'hui, l'école à Kipé a été fermée. On y a envoyé des étudiants de Symphonie à 3000 au total. Qui sont un détachement de l'université de Symphonia, du département. On parle de lettres modèles qui ont été envoyées à Kipé. À Foulamadina, c'est une école privée qu'on appelle Aibata Tungara qui a octroyé 2 blocs pour cette école-là.
Mais aujourd'hui, il n'y a qu'un seul bloc qui est utilisé pour les 100 étudiants pour la formation. Donc la grosse question, c'est pourquoi est-ce qu'on a construit les hôtels dans ce pays? On parle d'hôtels 5 étoiles, 3 étoiles, voire 4 étoiles. Mais on sait les conditions d'ailleurs dans lesquelles ils sont traités. On parle de sites touristiques dans le pays. Mais pourquoi est-ce on qu'on ne veut pas les aménager? Il y a eu 12 promotions qui sont sorties de l'école du tourisme. Sauf que la plupart, quand ils finissent, il n'y a pas de matière sur laquelle les occuper. Parce que l'État n'a pas trouvé de matière, n'a pas trouvé de moyens pour que quand ces étudiants finissent leurs études, pour qu'ils puissent au moins avoir un emploi décent afin de pouvoir s'occuper sur le terrain. Dans les jours à venir, on va faire intervenir des étudiants qui sont dans cette situation-là et même des cadres dans cette école qui aujourd'hui ont du mal à comprendre pourquoi cette décision qui fait qu'on a fermé une école comme on l'a fait pour beaucoup d'autres étudiants. D'ailleurs, on parle d'enseignants professionnels, on n'aurait pas pu quand même s'inscrire dans cette dynamique. Voilà, je vois notre ami. Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, même le département, le ministère du tourisme et de l'hôtellerie n'est pas une priorité pour le gouvernement. C'est tout ce que ça veut dire. Non, pas que ce n'est pas une priorité, parce qu'il y a des écoles privées, il y a des écoles techniques ou des formations pratiques, sauf qu'on a créé cette école-là sans la doter de moyens véritables. C'est la seule école où vous faites la théorie sans pratique. C'est la seule école où vous suivez une formation durant 3 ou 4 années. Vous ne faites que de la théorie. On vous apprend à faire de la restauration. De rien, il n'y a pas d'élément concret sur lequel vous pouvez travailler afin de pouvoir lier la théorie à la pratique. C'est la même réalité dans ces écoles professionnelles, ça ne se limite pas que d'ailleurs à ce domaine. Sinon, on a des hôtels qui ont poussé depuis un certain moment. On a même appris qu'il y a un hôtel de la place 5 étoiles qui avait approché l'école pour un partenariat éventuel, sauf que les recrutements se font sur des bases affinitaires. On ne mise pas sur la qualité ou sur la compétence pour le recrutement des étudiants qui sortent de ces écoles. Voilà, vous l'avez compris, en tout cas, on va pousser le débat à ce niveau puisqu'on parle de formation. C'est vrai, il faut adapter la formation à la demande, mais on ne peut pas quand même sacrifier un tel secteur, sachant que la Guinée, hier, c'était la perte de l'Afrique de l'Ouest avec ses potentialités que nous avons. Il faut les aménager pour trouver un emploi à ces milliers de jeunes qui sortent chaque année. On se retrouve dans un court instant avec notre invité. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. De retour sur ce plateau compte de l'émission Les Grands Gueules, je vous le disais dans les titres, lutte contre le palu. Récemment, nous faisions un déballage sur le retrait de la lettre d'autorisation pour le préfinancement des activités d'une ONG dans le cadre du projet NFM 3 dans la région de Kankan, en Guinée profonde. Il est reproché à l'ONG Enfants du Futur de ne pas avoir d'expérience et d'acquérir ce contrat dans des conditions qui restent à élucider. Ce matin, les représentants de la dite ONG veulent se faire entendre, donner leur part de vérité dans cette situation. Nous recevons ce matin M. Tolno Jérémy Faya, responsable au programme projet de l'ONG Enfants du Futur, membre fondateur. M. Tolno, bonjour, bienvenue. Bonjour, voilà. Bonjour chers journalistes, bonjour à tout le monde. Merci de rejoindre Daouda Mohamed Kamara. On sait que c'était une sortie de Jacques Lewaleno et l'ONG finalement veut aussi monter au créneau. Oui, effectivement, vous êtes là aujourd'hui pour apporter votre part de vérité dans ce que nous avons eu comme élément d'information sur votre présence à Kankan, vos activités. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé anormal dans ce qui a été dit sur vous? Bien, je commence d'abord par me réjouir et c'est avec un grand plaisir que je me retrouve sur ce plateau ce matin et pour parler de l'ONG Enfants du Futur. Je crois que c'est un privilège et c'est une première. Sur ce fait, je voudrais, avant d'aborder le vif du sujet, préciser 3 choses. La première chose, c'est que nous avons un problème dans notre pays. Le problème, c'est quoi? Si moi, je ne passe pas, personne ne peut passer. Où ne doit passer? Où personne ne doit passer. Alors, c'est cette mentalité aujourd'hui qui crée même des embouteillages dans nos rues et parfois même des accidents sur nos routes. Il y a des morts. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais me réserver de ne pas parler de nos partenaires techniques et financiers parce qu'ils ne sont pour rien dans cette affaire. Je vous le dis, ils ne sont pour rien. Mais ce sont certains des cadres dans certains départements qui sont en train de faire un jeu dangereux, mélangeant
tout ce que vous pouvez imaginer. Lorsque vous êtes dans certains départements, il faut préciser. Non, j'en viens dans mon développement, dans mon intervention, je vais le préciser. Ok. Donc, et qui sont derrière et pour manipuler les choses afin de pouvoir se frayer des chemins pour des intérêts personnels, égoïstes et méchants. Mais je voudrais cependant attirer l'attention de certains partenaires techniques que je vais leur dire, s'ils continuent à insister sur cette voie, je vous assure, nous allons revenir sur ce plateau, nous allons dire qui fait quoi, où, quand, avec qui. Vous n'allez pas revenir, vous avez l'occasion. Non, c'est l'occasion qui vous est offerte. Il y a un problème, vous n'allez pas revenir, vous aurez la parole ici. Et chez nous, c'est ça le principe. J'attire leur attention. J'attire juste leur attention. Au moment venu, écoutez, au moment venu, je le répète encore, nous allons revenir. S'ils insistent, c'est pourquoi je profite de cette occasion pour attirer leur attention. La troisième chose, écoutez. Vous ne menacez pas, j'espère. Écoutez, je ne menace personne. Je n'en ai pas l'intention. Le troisième point qu'il veut. S'il vous plaît, le troisième point, je veux dire. Quand on attrape un voleur, la place du voleur, c'est où? C'est dans la prison. N'est-ce pas? Quand on attrape un manipulateur ou bien un fraudeur, c'est dans la prison. Mais écoutez, ça fait peut-être 4-5 mois maintenant qu'on nous accuse de tout, mais voici, je suis là. Ok. Alors, on vous écoute sur ce qui a été dit. Pour revenir sur le vif du sujet, l'ONG Enfants du Futur est créée en 2005. Et nous avons eu notre agrément, je vais dire, le 11 novembre 2009. Voici, si vous voulez placer les caméras, que les gens puissent voir. Non, vous êtes là déjà à l'antenne. Et je ne vais pas partir avec, parce que je vais vous le laisser pour que après, puisque vous êtes des journalistes investigateurs, pour que vous passiez dans ces départements où nous avons reçu cet agrément pour vérifier. Oui. À la suite de l'obtention de cet agrément, l'ONG s'est focalisée sur 3 domaines spécifiques et aujourd'hui évolue dans ces 3 domaines, à savoir la santé, l'éducation et l'environnement. Alors pour ce faire, l'ONG s'est permis de se faire enregistrer. Vous voyez le récépissé qui accompagne notre agrément. Ensuite, l'ONG s'est enregistrée pour la zone spéciale. Voilà, regardez si c'est dans les dénominations, la question de la santé. Voilà, allez-y. Alors, l'ONG s'est fait enregistrer à Cancan le 28 novembre 2017. Voici le certificat qui en fait foi de l'agrément régional à Cancan. Je vais vous le laisser aussi également. Alors, si vous permettez, M. Tourneau, avant que vous ne continuiez. Je voudrais préciser. On l'attend d'abord, on l'attend. Écoutez, vous avez dit ici, vous avez commenté ici que c'est une ONG fictive. Une ONG créée, montée de toutes pièces. Non, ça va pas je voudrais. Attention. Non, on va vous aider. On va s'entraîner pour mieux comprendre. Jacques-Léo Aleno, qui a présenté le sujet, n'a jamais dit que c'est une ONG fictive, mais une ONG qui a été créée, mais qui n'a pas été vue sur le terrain. Dans les activités. L'étonnement des autres candidats autour. Et c'est pourquoi je veux me permettre de vous présenter les documents légaux. Et là où nous sommes, et là où nous intervenons. Vous voyez ici, c'est le certificat d'autorisation aussi pour Zéré Corée. Vous voyez, il est là aussi, je vous le laisse. Ces documents-là que j'ai envoyés, que vous voyez, je vais vous les laisser pour que vous passiez dans ce service pour les fouiller. D'accord. Il y a l'attestation reçue à Kindia depuis 2012. Donc, Monsieur Jérémy, restons avec le sujet. Excusez-nous, il faut que vous teniez compte aussi du temps qui vous est accordé. Voilà. On est en train de parler de votre présence à Cancan, vos activités à Cancan. Depuis quand vous avez commencé à agir à Cancan, avec quel partenaire technique et financier et dans quel projet, en tout cas de santé? Très bien. Alors je voudrais préciser une chose. Puisqu'il s'agit de l'ONG Enfants du Futur, dans son parcours et surtout précisément à Cancan, je voudrais simplement que vous m'écoutiez pour que je puisse vous dévoiler l'expérience que l'ONG Enfants du Futur a. Allez-y. À Cancan. Ok. Qu'est-ce que c'est à Cancan? Non, attention. On n'avait que 15 minutes. Vous n'avez que 15 minutes, on n'a pas le temps de dégainer tout ça ici. Vous allez me permettre. Ma question non, vous attendez. Sur les papiers, on ira. Allez-y d'abord. Ma question à Cancan. Depuis quand vous êtes à Cancan, depuis quelle année vous êtes à Cancan et quels sont les projets que vous avez eus à Cancan et avec le domaine de la santé et avec quel partenaire technique et financier? Nous sommes allés à Cancan depuis 2015.
Et la première activité que nous avons menée, c'était des sessions de formation avec les jeunes de Kankan que nous avons eu à former. Financés par sous fonds propres. Je vais vous dire, de cette date jusque maintenant, les activités que nous avons menées ont été financées sous fonds propres. C'est vrai, avec l'accompagnement des partenaires. OK? Donc, depuis 2015, nous sommes à Kankan. Permettez, s'il vous plaît. Permettez que je puisse... Vous disiez tout à l'heure que vous êtes arrivé à Kankan en 2015. Cependant, votre organisation a été agréée en 2017. D'après ce que vous disiez tout à l'heure... Agréée où? L'agrément régional que vous avez... J'en viens, c'est pourquoi vous allez me permettre de parler. Hein? J'ai quitté Kankan. Écoutez, j'ai quitté Kankan pour être là. Permettez-moi que je puisse parler, d'accord? Que je puisse vous exprimer exactement ce qui est en train de se passer à Kankan et comment nous avons été là. Très rapidement. Nous avons été à Kankan pour prendre contact depuis 2015. Et nous avons développé ces contacts. Et pratiquement en 2017, nous allons commencer à mener des activités. Après avoir été enregistrés au service Seraco. Et je voudrais profiter de cette occasion. Comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez appeler le chef Seraco. Je vous donne le numéro. On le fera l'appeler pour déterminer. Vous nous donnerez le contact après. Très bien. Donc, à cette date, nous avons, je vous dis, je répète encore, sous fonds propres, mené des activités. Il y a des rapports ici que je vais vous laisser, que vous allez vérifier. Parce que vous n'avez pas permis que je puisse les... Alors, il y a des rapports, s'il vous plaît, permettez. Il y a des rapports qui sont là, que vous allez voir. Vous allez voir que nous avons mené l'activité de sondage pour savoir l'utilisation, la présence d'abord des moustiquaires dans les ménages. Et nous avons produit des résultats qui ont permis d'évaluer le taux d'utilisation d'abord de la présence des moustiquaires. Peut-être qu'il faut recadrer, mais on va vous aider parce que par rapport à ce qui a été dit, on parle de vos activités à Kankan. On va s'écouter à Kankan. Vous existez, personne n'a dit le contraire, mais à Kankan, lorsqu'il était question de vous donner ce marché, les ONG qui sont à Kankan ne semblaient pas vous reconnaître. Apparemment, vous n'y existiez pas. Comment le dans le cadre c'est ce qu'on vous a dit. C'est ce qu'on vous a dit. Mais écoutez, nous avons créé le CNOPSI. Le CNOPSI, il y a... C'est pourquoi je vous ai dit, il y a ici, n'est-ce pas? Dites-nous. Écoutez, vous voyez ici, ça c'est une activité que nous avons menée. À Kankan. À Kankan. Écoutez, nous étions dans les locaux du CNLS Kankan. Aujourd'hui, dans le cadre des préparatifs des activités de lutte contre le VIH/SIDA du mois de décembre. En 2019. Ok. Très bien. Regroupement des organisations intervenant dans la santé à Kankan pour la création du collectif des organisations de la société civile pour la promotion de la santé communautaire intégrée. Ça, c'est l'ONG Enfants du Futur. Voici des images. Ça, c'est pas une activité. Évidemment, c'est pour vous dire que nous avons des organisations qui sont à Kankan et qui connaissent Enfants du Futur. Des informations que vous avez reçues, c'est ça, vous fondez sur ça. Moi, ma question qui n'est pas encore ma question, je l'ai posée, vous n'avez pas répondu. Voilà, je vais répondre à cette question. Oui, il faut qu'on soit précis et court, monsieur Jérémy. J'ai demandé... Vous êtes à Kankan, vous nous rappelez, depuis 2015. Vous avez été agréé à Kankan en 2017. De 2017, date de votre agrément, jusqu'à date, quelles sont les activités dans le domaine sanitaire que vous avez menées, avec quelle technique, quel partenaire technique et financier? C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous reprends, je reprends encore. Nous avons mené l'activité de sondage. Sous fonds propres. Sous fonds propres. D'accord. Oui, allez-y. Dans le cadre de l'utilisation des moustiquaires, des mildas. D'abord la présence des mildas. Ensuite, nous avons mené l'activité sur les IST VIH/SIDA. Sous fonds propres. Sous fonds propres. Ok. Ensuite. Nous avons participé aux réunions, de cellules de redevabilité par rapport à la crise Covid-19. Sous fonds propres. Vous allez voir. Sous fonds propres. Oui, sous fonds propres. Vous n'avez pas eu du tout de partenaires techniques et financiers. Et c'est ce que je vais vous dire. Nous avons évolué sous fonds propres à Kankan. Vous n'avez jamais eu de partenaires techniques. Nous avons été coachés techniquement. Nous avons été conseillés par des partenaires. Mais les fonds que nous avons utilisés... Qui sont ces partenaires? Les grandes gueules. Écoutez, les partenaires, c'est l'autorité. L'autorité
préfectorale. L'autorité préfectorale, évidemment. L'appui des DRS. Comment on appelle, du DRS, l'appui des DPS. Voilà. Au-delà, on sait quand même que quand on parle de lutte, quand on parle de la santé dans notre pays, on a beaucoup de partenaires. Des partenaires techniques et financiers qui accompagnent les ONG dans notre pays. On a CRS Catholique Relais Service, oui. On a Stop Palu, on a Plan International Guinée, oui. On a beaucoup de structures, beaucoup de partenaires techniques et financiers. Oui. Vous êtes sur le terrain depuis 2017. Vous n'êtes pas à même de nous dire quel partenaire technique et financier vous a accompagné en dehors du DRS, de la direction régionale de la santé. On est à Cancan là. Oui, on est à Cancan. Le problème dont on a parlé ici, dans le cadre de votre recrutement là, c'est bien à Cancan. C'est pas à Zérekourni à Kindia. Évidemment. Mais à Cancan, aucun partenaire technique et financier étranger ne vous a accompagné là. Évidemment. D'accord, Antoine Kourouma. D'accord. Oui. Moi j'ai juste des lettres sous les yeux. On a écouté Jacques dans son compte rendu par rapport à ce dossier. Et au vu de ce qu'on a entendu, on a résilié ou on a suspendu le contrat qui vous a été octroyé par CRS, oui. Parce qu'il y avait des incompréhensions liées à des points donnés. Notamment l'acquisition de votre siège du côté de Cancan. Très bien. On pense que la façon de l'acquérir ne s'est pas fait dans les règles de l'art. Certes, dans le dossier qu'on a suivi, on a envoyé une équipe sur le terrain pour un contrôle. Elle a certes admis que vous aviez un siège, sauf que pour la façon dont vous l'avez obtenu, ils ont émis des réserves. De l'autre côté, CRS toujours a émis des réserves liées à vos activités. Selon le SERACO, vous avez été sur le terrain, mais vous n'avez pas fourni de rapport de vos activités au SERACO, ce qui a été relevé dans les documents reçus. Raison pour laquelle le CRS a décidé de suspendre momentanément le contrat passé avec vous. Comment comprenez-vous alors cette décision contre votre ONG? Je voudrais avoir une précision par rapport à ce que vous dites, que nous n'avons pas obtenu. Et comment on appelle ça, je vais dire nos sièges, hein, parce que présentement nous avons pris dans les règles de l'art, comme vous le dites. Alors je voudrais avoir des précisions. Quand vous dites dans les règles de l'art, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est pas lui qui le dit, c'est la note. Le document est là, je peux le lire, je peux dire un passage pour vous afin de mieux vous édifier. Au point 2 de cet élément, il est bien indiqué. Attendez que je le retrouve. Les règles de l'art, en fait, apparemment, alors, on n'a pas respecté la loi. Je pense que l'expression est claire. Écoutez, nous avons des contrats, ok, des bureaux que nous avons eu à avoir à Cancan. Nous avons eu 2 bureaux où nous avons eu un premier bureau à Senghifara. Et là, il y a le contrat qui définit comment nous avons obtenu ce bureau. Et le bureau dans lequel nous sommes présentement, nous l'avons obtenu en octobre 2020. Nous avons 2 contrats parce que le contrat a été renouvelé cette année en 2021. Donc 2020, de octobre 2020 jusqu'en décembre 2020, il y a un premier contrat. Il gère aussi le numéro du propriétaire des bâtiments, Elage Frantoma, avec qui nous avons fait le contrat et à qui nous avons remis le versement des 3 mois, des paiements de 3 mois. Puis nous avons renouvelé en ce mois de janvier 2021 le contrat. Nous sommes présentement là dans ce locaux. Je rappelle cette lettre qui est sous mes yeux du SERACO. Vous avez demandé à ce que nous appelons le SERACO à Cancan. Oui. Le SERACO a adressé une lettre le 25 décembre 2020 et dans cette lettre au point 2, il dit: s'agissant de l'ONG Enfants du Futur, nous vous rassurons qu'elle s'est fait enregistrer à nos services le 23 juin 2017, mais depuis lors, aucune trace ou information ne nous est parvenue. Par ailleurs, sur les 18 critères, le SERACO ne voit pas celui que cette ONG peut remplir au motif qu'elle ne dépose aucun rapport d'activité. D'accord. Oui. Vous avez déposé des rapports d'activité. Très bien. Donc, elle précise que les ONG qui déposent leur agrément et qui mènent des activités sans se référer sont nombreux sur le terrain. C'est bien normal. Dans la vôtre. C'est bien normal parce qu'ils n'avaient pas en ce moment des informations. En ce moment, ils n'avaient pas nos rapports. Il faut le préciser. Pourquoi ils n'auraient pas eu vos rapports en ce moment? Écoutez-moi, parce qu'on ne les avait pas déposés. Et pourquoi vous n'avez pas déposé? Oui, parce que nous faisons nos activités
Et quand nous faisons nos activités, nous déposons des rapports. Et il y a un temps pour nous de réaliser des activités, il y a un moment pour nous de déposer les rapports. Non, s'il vous plaît. Attention, ne nous mélangez pas. Vous mélangez. Vous avez un rapport. Cette direction est censée recevoir vos rapports. Elle n'a pas eu vos rapports et vous aviez ces rapports que vous n'avez pas déposés. Laissez-moi continuer. C'est pourquoi je dis je ne mélange rien. Rapidement. Lorsque il a reçu nos rapports, c'est là il a écrit. Et voici la lettre qu'il a écrite. Vous pouvez la lire. Hein? Il a écrit cette lettre et tout de suite, j'insiste, je voudrais qu'on l'appelle, que lui-même il puisse témoigner. Non, on le fera écoutez, après. Voilà. Donc, il a écrit ce rapport, et comment on appelle ça, cette note, pour demander qu'on rétablisse l'ONG Enfants du Futur. Parce que c'était un manque d'information. Après avoir reçu des rapports des activités que nous avons eu à effectuer dans la région. C'est cette lettre. Alors, il y a par exemple quelque chose qui m'intrigue. Quand il dit que parce que toutes les questions, Daouda a insisté là-dessus sur les activités du côté de Cancan. Il dit qu'apparemment vous avez mené toutes vos activités du côté de Cancan sur fonds propres. Évidemment. Comment vous faites pour une ONG quand même qui, dans la logique, cherche des fonds pour réaliser des activités? Je vous ai dit, voilà, le chef Sirako, s'il vous plaît, est en train d'appeler. Non, nous on l'appellera après. On l'appellera après. Répondez à la question. D'accord. On saura comment faire l'enquête là-dessus. D'accord. Je vous ai dit que nous avons financé des activités là-bas sous fonds propres. Qui vous finance? De l'autre côté, nous avons des legs. C'est une ONG quand même qui a mené des activités et qui, au sein de nos comment on appelle ça, documents, statuts et de nos règles de fonctionnement, nous faisons des cotisations et nous épargnons. Alors finalement, sur le cas de Cancan, d'après vous, j'ai précisé aussi que nous avons été appuyés techniquement aussi. D'accord. Maintenant, qui vous accusez? Qui est-ce qui vous en veut dans ce qui est en train de se passer? Parce qu'on dit que vous avez eu cela dans les conditions. Vous accusez qui et pourquoi? Nous n'accusons contrairement pas personne. Au contraire, des gens ont trouvé bon de s'en prendre à nous. C'est qui ces gens? Alors, qui et pourquoi? Et s'il vous plaît, j'en viens et je suis en train de partir dans ce sens-là. Nous avons répondu à un appel d'offres auquel CRS a lancé. Donc, lorsque nous avons répondu, vous voyez là le processus, le rapport du processus de sélection. Là aussi, je vais laisser pour que vous puissiez. Il n'y a pas de problème. Alors, nous avons été retenus. Parmi les 16 ONG qui ont postulé, 5 ont été retenus, et donc Enfants du Futur. Après avoir été retenus, nous avons reçu la lettre le 5 novembre 2020 pour confirmer effectivement que l'ONG Enfants du Futur a été retenue pour la zone de Cancan. Alors, on nous a demandé, le CRS nous a demandé, pourquoi selon vous, afin qu'on puisse... a été suspendu? Ça a été suspendu parce que simplement, je vais vous dire, parce que simplement, c'est ce que j'ai commencé par dire, il y a des gens en Guinée, précisément, nous avons participé à, je vais préciser, nous avons participé à l'atelier de choses de CRS, organisé par CRS, où CRS a invité les SA. C'était le 24 au 27 à l'hôtel Mariador. C'est là que le coordinateur de l'unité d'appui et de coordination et de gestion des programmes au niveau du ministère de la Santé s'est levé, s'est permis. Nous étions là représentés et il a demandé qu'on cite 3 responsables de l'ONG Enfants du Futur. C'est là que tout a commencé. Il s'est rendu compte, voilà, ce sont des personnes qu'il peut écraser. Ce sont des personnes faciles, donc il faut monter toute manipulation, toute manipulation avec tout l'arsenal qu'il faut pour étouffer l'ONG Enfants du Futur, dans le but d'assouvir ses propres intérêts. Vous pensez qu'il a d'autres ONG sur place? Donc, évidemment, il n'est pas seul. Il y a une plateforme qu'on appelle démocratie, comment on appelle ça, sanitaire et intégration citoyenne, qui a porté plainte contre nous et qui s'est accolé à ce monsieur pour mener de toutes les pièces. S'il vous plaît, allez-y au ministère, demandez après le coordinateur dont il s'agit, à qui le ministre, sage qu'il est, a confié le dossier lorsque c'est arrivé au niveau du ministère de la Santé, pour avoir passé 6 ans à la tête du PNLP. Un monsieur qui a passé 6 ans à la tête du PNLP, qui n'a apporté aucun résultat. Aujourd'hui, l'actuelle équipe
qui est dirigé par le nouveau coordinateur, a amené la Guinée à 1-1. Qu'est-ce que vous comptez faire un record que la Guinée n'avait jamais eu. On apprend que vous êtes en justice. Ok, donc voici le monsieur qui est là, qui monte cette manipulation et qui force le ministère, qui induit, je ne dis pas forcer, mais qui a induit tout le département ministériel de la santé dans l'erreur et qui a manipulé de toutes pièces afin que l'ONG Enfants du Futur ne soit pas cette ONG qui bénéficie. Qu'est-ce que vous comptez faire désormais? Maintenant, et je voudrais en venir avant de dire qu'est-ce que nous comptons faire. Oui, vous n'avez pas assez de temps. Mais je voudrais attirer l'attention de monsieur le ministre. Il a eu confiance en quelqu'un qui l'a trompé. Et je voudrais qu'il revoie cette personnalité-là. Parce que c'est cette personne qui a induit tout le monde dans les erreurs. J'ai dit tout à l'heure que les partenaires techniques sont pour rien. Malgré qu'ils aient forcé la situation à Cancan, les autorités sont encore avec nous. Et c'est le lieu pour moi de remercier les autorités en tête, monsieur le gouverneur, qui par la sagesse a utilisé, a utilisé jusqu'à ce que nous soyons aujourd'hui là où nous sommes. À bon escient le temps qui vous est imparti. Qu'est-ce que vous comptez faire désormais? Laissez les remerciements. Ce que nous comptons faire, je vais dire, et je lance ce défi à ces détracteurs, à ces personnes qui sont en train de manigancer que l'ONG Enfants du Futur reste une ONG réelle, normale, qui est créée. Et ils ne pourront jamais faire ce travail-là à Cancan si l'ONG Enfants du Futur n'est pas installée, n'est pas d'accord. Parce que la communauté reconnaît. La communauté reconnaît. Qu'est-ce que vous ferez pour les Jusque-là, nous avons demandé aux jeunes de se taire, de ne pas manifester, de ne rien faire, parce que nous avons recruté un staff. Donc, lorsque cela va se faire, il y aura toujours des troubles. D'accord. Parce que les gens qui sont derrière cette situation-là sont des gens qui sont, qui ont des convictions contraires à ce que la communauté veut. Nous remercions le MATAP qui a réellement eu la sagesse pour nous demander. Ils ne sont jamais venus nous demander des dossiers. Ils ne sont jamais venus causer, échanger avec nous. D'accord, c'est compris. On nous accuse de tout. Merci, monsieur Jérémy Tolno. Merci, on est pris par le temps. Merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes responsable au programme projet de l'ONG Enfants du Futur, membre fondateur. On va poursuivre ce dossier. On reste au compte des GG. On se retrouve dans un court instant pour d'autres invités. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Merci de nous rejoindre dans la dernière ligne droite de cette émission. Les grandes gueules, comme chaque fin de semaine, nous mettons en lumière des citoyens qui refusent de se laisser abattre par le destin au quotidien pour s'en sortir. Dans la rubrique Bougeons-nous, ce matin, nous nous intéressons à une couche défavorisée des handicapés qui mènent diverses activités professionnelles sans jamais s'apitoyer sur leur sort. Nos reporters ont fait la rencontre de quelques-uns qui vivent de leur passion. Vous suivrez le reportage de Fatoumata Kondé, Amadou Bouleri Diallo, Alouba dans un court instant. Et ce matin, nous recevons Madame Aminata Silla, Madame, voilà, Mariam Silla, c'est ça, voilà. Merci en tout cas de nous joindre. Je rappelle que vous êtes là aussi la présidente de l'association guinéenne pour l'aide aux femmes handicapées et sans oublier qu'elle a été lauréate du prix franco-allemand des droits de l'homme 2018 sur le handicap. Merci de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour. Bonjour, messieurs. Merci de nous rejoindre. On va suivre à présent cet élément de reportage. On se retrouve dans un court instant. Ismaël Diallo n'a pas de logement à cause de Ismaël Diallo n'a pas de logement, moins encore une famille pour le soutenir. Il nous explique qu'il n'est pas né handicapé. Son destin a changé à l'enfance quand de l'eau chaude s'est renversée sur son pied et a été opéré par la suite à Dakar. Après avoir passé plusieurs années en aventure, en 2015, il a commencé la couture dans cet atelier de Kipé comme apprenti tailleur. Mais mendier dans la rue ne l'a jamais tenté. J'ai trouvé que faire le banditisme n'a aucun respect. Tu peux t'asseoir sous le soleil, si quelqu'un a pitié de toi, il peut t'offrir peut-être 5 000, à la rigueur 10 000. Alors que tu peux t'asseoir à l'ombre, travailler et fixer ton propre prix.
Et si tu exerces le commerce, tu peux attirer beaucoup plus de clients que les autres. J'ai fait ce constat lorsque je faisais le commerce. Quand je dis le prix, ils ne me discutent pas. Et quand je me lève pour donner la monnaie et qu'ils se rendent compte que je suis un handicapé, ils me laissent toujours avec la monnaie. J'ai vu tout ça. Mais il faut être sérieux. Moi, on me disait que je n'allais jamais devenir quelqu'un. Ils sont allés jusqu'à demander à mon maître de me chasser. Certains me décourageaient même. Mais aujourd'hui, Dieu merci, j'ai réussi à démentir tous ces gens-là. Contrairement à Ismaël Diallo, Mohamed Saliou Bari a étudié jusqu'en classe de 5e année. C'est à Dakar, dans un centre de formation pour handicapés, qu'il a appris la cordonnerie. Il n'a également pas opté pour la mendicité. Il gagne sa vie dans la vente des chaussures. C'est dur pour moi de se faire ce genre de métier-là. Je ne voulais pas être un mendiant. Et aussi, je ne condamne pas les gens qui sont en train de se mendier. Si tu es un handicapé, tu n'as pas de formation, qu'est-ce que tu vas nourrir? Et tu gagnes ta vie à travers de quoi? Tu t'obliges d'être un mendiant. Comme il n'y a pas de centre de formation pour des personnes handicapées, c'est pour ça. Mais en tout cas, moi, je gagne ma vie à travers de ça. Cet étudiant fait un constat alarmant sur la situation des personnes vivant avec handicap en Guinée. À travers un roman qu'il a écrit, il a extériorisé la situation difficile dans laquelle vit cette couche vulnérable. Mamadou Idissal souhaite que ses frères se forment. C'est un roman intitulé Les étoiles d'Indourou qui parle, n'est-ce pas, de la misérable vie de personnes vivant avec handicap. Alors, c'est une heure dans laquelle vraiment je parle, n'est-ce pas, j'écris sur le contre cette misérable vie de personnes handicapées. Beaucoup de personnes handicapées qui ne sont pas scolarisées parce que naturellement on pense que c'est insensé de les scolariser. Ce sont des personnes qui ne peuvent absolument rien faire. Pourtant, c'est le contraire, c'est pas quelque chose qui est fondé au fait. Parce qu'à l'école, c'est la tête qui travaille et quand on n'est mentalement pas handicapé, je pense qu'on peut aller à l'école étudier. Soutenu par la famille, Boubacar Sanso Bari ne s'est pas retrouvé dans la rue pour mendier. Diplômé en sociologie, il s'est tourné vers le journalisme qui est sa passion. Pour lui, vivre avec un handicap ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir sa vie. Il propose des pistes de solutions qui permettent d'améliorer les conditions de vie des handicapés. Le premier rôle dans l'intégration d'une personne handicapée revient d'abord à la famille. C'est le type de socialisation, c'est le type de traitement qu'on réserve à la personne handicapée en famille, qu'elle transpose un peu dans la société, dans un environnement de travail, une fois qu'elle sera sortie et qu'elle ne sera plus dans la famille. Et l'autre chose, c'est aussi le rôle de l'État. L'État aussi a un rôle dans le cadre de l'intégration des personnes handicapées, créer des facilités. Moi, je vous dis, par exemple, j'ai fait le lycée Bonfi, j'ai étudié à l'université, où il m'arrivait de temps en temps de me retrouver au second étage, au troisième étage, pour pouvoir étudier. Et dans mon cas, peut-être que j'ai réussi à le surmonter, mais ce n'est pas le cas de toutes les personnes handicapées avec tous les niveaux de handicap. Des efforts sont fournis par l'État, certes, mais il reste beaucoup à faire pour soutenir ces personnes qui sont encore, pour la plupart, dans la rue. Cet élément de reportage qui était traité par la rédaction politique Fatoumata Kondé, Mamoudou Bouléré Diallo et Alouba qui ont réalisé ce grand format. Mafoudi Abangoura, déjà avec nous, Madame Mariam Silla qui est dans ce studio. Bonjour, j'ai une première question, s'il vous plaît. D'accord, vas-y. Pourquoi Silla, pas Camara? Daouda. Je suis Silla Mariama, Madame Silla. Donc, doublement Silla. Mon père est Silla,
mon mari est là, mes enfants sont là. Ah, mais c'est grave pour toi. Seulement peut-être. C'est grave pour toi. Peut-être mon homonyme, ma grand-mère maternelle qui est Camara. Voilà, donc là, c'est bon. Alors, on vient de suivre ce reportage, Madame Camara, Madame Silla, nous l'avons suivi ensemble, et on voit ces difficultés, mais aussi ce courage qui émane de ces personnes. Dites-nous, c'est quoi, comment vous vivez ce handicap? Bon. Le handicap n'est pas une fatalité. Dire que je suis handicapé, peut-être c'est le physique, mais le mental est là. Tu peux tout faire. Moi, en tout cas, j'arrive à surmonter mon handicap parce que j'ai pu étudier. J'ai étudié jusqu'en terminale, je n'ai pas eu mon bac, donc j'ai fait le secrétariat. Malgré moi, je ne voulais pas le faire, et compte tenu des moyens, j'ai fait le secrétariat. Aujourd'hui, je suis secrétaire à la Direction nationale de l'action sociale. Depuis 2000, je suis engagée. Mais malgré tout ça, là, j'ai eu le courage encore de me recycler. Donc, de 2017 à 2020, je me suis recyclée à l'université Symphonia. J'ai fait lettres modernes et langue, littérature et société. Aujourd'hui, j'ai mon diplôme. Donc, je dois déposer... Félicitations. Voilà, merci beaucoup. Ça, si on n'était pas en direct, on allait applaudir. Merci. On le fait quand même. En plus de ça, je fais la saponification. J'ai été lauréate du prix franco-allemand des droits de l'homme 2018. Donc, à travers ça, les deux ambassades de France et Allemagne m'ont invité dans leur pays. J'ai fait une visite d'échange d'expérience avec certaines ONG de la place et certaines institutions. Donc, après mon retour au pays, à travers un projet de saponification, j'ai reçu un prix de 4 000 € de la part de l'ambassade de France. Donc, j'ai fait à travers ce projet-là, j'ai fait un lancement du projet de saponification de 20 femmes handicapées. Donc, à travers ça, depuis ce jour, je suis en train de faire la saponification. Les 4 jours de formation que j'ai fait, les femmes venaient. Mais j'avoue que la pauvreté est là. Les femmes handicapées sont doublement handicapées parce que d'abord elles sont femmes, en plus elles sont handicapées. Donc nous n'avons pas de soutien. Nous souffrons beaucoup. Les personnes handicapées de la Guinée souffrent beaucoup. Mais après, justement, quand vous parlez de l'aide, parce qu'on ne va pas dire que l'aide va être continuelle, lorsqu'on vous donne, on vous fait un premier pas, on suppose que l'essentiel, c'est de pouvoir fructifier et de ne plus dépendre. Bah, justement, en partant de ça, qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que malgré les dons, les aides parfois, beaucoup restent dans la mendicité? Est-ce une volonté dans la facilité de recevoir de l'argent ou c'est des difficultés de réaliser les projets? Bon, certaines sont habituées à la mendicité. Et cela ne résout pas les problèmes. Parce qu'avec le monsieur Siao là, il donne des millions. Par exemple, les personnes aveugles, il donne $300. Les personnes physiques, $200, des fois $100. Cela n'encourage pas. Nous, au niveau de la fédération, on a dit aux personnes handicapées de ne pas mendier, d'exercer des activités génératrices de revenus. Moi, parmi les personnes handicapées, les femmes handicapées qui étaient venues pour faire la formation, elles n'ont pas continué parce que la paresse est là. La mendicité, tous les jours, elles sont là à avoir de l'argent. Donc, cela n'encourage pas. Il faut toujours accepter de faire quelque chose. Mendier ne résout pas les problèmes parce qu'il y a le soleil, il y a pluie, il y a toutes les calamités qui peuvent créer des problèmes. Avec cette mendicité, tu ne peux pas avoir si tu tombes malade, tu ne peux pas avoir de l'argent pour te soigner. C'est tout le temps des problèmes. Il y a certaines aussi qui n'ont pas de famille, qui viennent de l'intérieur. Il y a certaines qui viennent de la Sierra Leone. Tout ça là pour attendre ce que Siao la donne. Donc nous, on n'encourage pas cette mendicité. Alphonse Mara, allez-y. Actualité faisant, récemment, les personnes les institutions internationales ont jugé nécessaire de retirer le mot handicapé parce que ça portait préjudice. De dire des personnes à mobilité réduite. Donc récemment, les personnes à mobilité réduite avaient été déguerpies le long de la mosquée Faisal, sous le pont. Ce déguerpissement a conduit à plusieurs débats, dont les conditions de vie dans la cité de solidarité. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe un mécanisme réel pour permettre aux personnes en mobilité réduite voulant sortir de la mendicité de s'intégrer? Est-ce qu'il existe aujourd'hui une structure qui peut aider dans ce sens-là? Bon,
Et ce que je vais vous dire, au niveau des Nations Unies, il est recommandé de dire personne handicapée. Personne handicapée, c'est ce qui est reconnu au niveau des Nations Unies. Donc, à travers ce déguerpissement qui a eu lieu au niveau de Faisal, vraiment, je crois que le président a fourni beaucoup d'efforts. Parce que pour la première fois, le président a débloqué 3 milliards pour le déguerpissement des personnes handicapées afin qu'elles soient réinsérées dans leur village d'origine. Mais bon, certaines personnes ont reçu, moi j'étais dans la commission. Donc on a donné 10 millions pour celles qui étaient à la mosquée Faisal. Celles qui étaient à la DPJ là-bas, à la sûreté, ils ont réduit à 8 millions. Donc moi je sais qu'une réinsertion, 10 millions c'est petit. On te prend ici, on t'envoie à ton village, on te donne 10 millions, c'est mieux. Mais pour la dernière déguerpissement qui s'était passé à la cité de solidarité, vraiment, moi je sais que ça aussi, le président avait débloqué 3 milliards. Est-ce que vous voulez dire qu'au niveau des personnes qui gèrent, il y a un détournement des fonds alloués pour les personnes handicapées? Normalement, dans les conditions normales, ce qui se passe dans la sous-région, les personnes, par exemple, nous sommes dans la Fédération guinéenne pour la promotion des associations pour personnes handicapées. Nous gérons toutes les personnes handicapées de la Guinée. Donc, nous devons avoir une subvention digne de nom qui nous permettra de fonctionner, de faire face à beaucoup de problèmes. Ça, c'est un de deux. Nous devons avoir un siège digne de nom. Mais aujourd'hui, les personnes handicapées de la Guinée sont les plus pauvres. Est-ce que vous avez porté cela auprès du ministère de l'Action sociale? Le ministère de l'Action sociale est informé. Le ministère de l'Action sociale est informé à travers sa direction nationale de l'Action sociale. C'est la direction nationale de l'Action sociale qui doit remonter toutes les informations au niveau du ministère. Parce que les directeurs savent que les personnes handicapées de la sous-région, le Sénégal, le Burkina, ils savent ce qui se passe là-bas. Oui. Les présidents de ces fédérations-là ont des véhicules, ont des sièges dignes de nom, ont des subventions. Et ce n'est pas le cas en Guinée. D'accord, puisqu'on est pris par le temps, on aurait voulu continuer avec vous. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des pouvoirs publics qui sont en train de nous suivre? Le message que je vais lancer au pouvoir public, c'est de venir en aide aux personnes handicapées. Les personnes handicapées de la Guinée souffrent. Beaucoup sont dans les activités génératrices de revenus. Elles sont en train de fournir les fonds. Donc, je voudrais qu'elles soient accompagnées. Par exemple, moi, je prends l'exemple sur moi. Aujourd'hui, je fais la saponification. Je suis en train de... Même l'autre jour, lors de la semaine commerciale que le ministère des Droits et l'autonomisation des femmes a organisée au palais, j'étais là avec mon savon. Je fabrique toutes sortes de savons. Le représentant du PNUD était là. Je dis, monsieur le représentant, achetez le savon Agaf, parce que je dis comme ça, savon Agaf, c'est améliorer la condition de vie de la femme handicapée et lutter contre la mendicité. Mais je suis là depuis combien de temps, je ne suis pas accompagnée. Bien sûr, avec le prix que j'ai eu, j'ai acheté les équipements, ainsi de suite. Ça, c'était pour un départ. Ce n'est pas suffisant. Ça n'est pas suffisant. La marchandise, surtout, ne parvenait pas à écouler. Voilà, l'écoulement, parce que je n'ai pas un véhicule. Difficilement, je transporte mes bagages pour aller en ville afin que je puisse revendre. Je revends mes produits au ministère de l'Action sociale. Je dis, venez acheter le savon Agaf. Donc, la direction nationale de l'action sociale doit, je m'excuse beaucoup, mais elle doit prendre beaucoup de dispositions, remonter les informations au niveau de l'autorité compétente afin qu'elle puisse venir au secours des personnes handicapées. Les personnes handicapées ont besoin aujourd'hui d'appui, d'une réinsertion réelle. Oui. La théorie est plus que la pratique aujourd'hui sur le terrain. Voilà. Je suis vraiment désolé, mais il fallait dire vraiment les personnes handicapées de la Guinée souffrent beaucoup. Souffrent beaucoup. C'est ce court que respirons que ce message est tombé dans de bonnes oreilles. On avait comme invité Madame Mariam Silla. Il faut rappeler qu'elle a été lauréate du prix franco-allemande des droits de l'homme en 2018 sur le handicap et également présidente de l'association guinéenne pour l'aide aux femmes handicapées. Merci d'être passé. C'est la fin de cette émission à la technique ici à Amadousso. On n'oublie pas la régie, Poutine, ils étaient tous là, Lamine Sidibé, Alassane, on ne l'oublie pas également Mafata Sano. Portez-vous bien où que vous soyez. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui au compte des Grandes Gueules. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.